Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. On peut reprocher beaucoup de choses à Donald Trump, mais il faut lui reconnaître une vertu, sa victoire surprise et stimulante intellectuellement. Elle oblige à repenser les grands équilibres internationaux dans un monde où les États-Unis joueraient la carte de l'isolement. Elle éclaire d'un jour nouveau les tendances politiques déjà à l'œuvre ailleurs, en Europe notamment, montée des nationalismes, remise en cause du libre-échange. Elle donne de la cohérence à ce qui pourrait bien être un mouvement de fond, la démondialisation. Encore que ce terme n'est pas satisfaisant. Il sous-entend un retour dans le passé, ce qui, jusqu'à preuve du contraire, est impossible. Surtout, il limite la réflexion aux seules questions économiques. Or, ce qui semble à l'œuvre aujourd'hui va bien au-delà. Aux demandes de protection face à la mondialisation des échanges s'ajoute une revendication politique forte, la réappropriation de la souveraineté nationale. Pour preuve, la crise que traversent les grandes instances du multilatéralisme. Alors, y a-t-il une renationalisation du monde ? C'est la question que nous posons ce soir à trois invités. Béatrice Gibelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, vous co-dirigez la revue Hérodote, revue de géographie et de géopolitique. Et on vous doit cette année chez Armand Collin, les conflits dans le monde, approche géopolitique. Notre deuxième invité, Nicolas Dungan, bonsoir. Bonsoir. Directeur de recherche à l'IRIS, conseiller pour le think tank Atlantic Council qui est basé à Washington. La dernière fois que vous étiez venu, je crois que vous m'aviez parlé d'un projet de livre sur la France, pourquoi la France compte. Vous avez avancé ? J'avance. Bon, et la France aussi. Et la France aussi. Bon, on vous réinvitera quand le livre paraîtra. Puis notre troisième invité est historien, c'est Pierre Grosser. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de l'histoire des relations internationales. Traiter avec le diable, les vrais enjeux de la diplomatie du XXIe siècle. C'était votre ouvrage publié chez Odile Jacob en 2013. Alors, il faut rendre, pour commencer l'émission, à Philippe Golub ce qui lui appartient, à savoir cette idée d'une renationalisation du monde. C'est lors de l'émission de mercredi dernier que nous consacrions au résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis que Philippe Golub, donc professeur de relations internationales à Paris, a évoqué cette formule. Je vous propose d'en écouter un extrait avant de démarrer véritablement la discussion. Nous sommes dans une phase de renationalisation de la politique mondiale. Trump n'est que l'exemple le plus récent et le plus grand, le plus significatif de ce phénomène de renationalisation qu'on a vu en Grande-Bretagne avec le Brexit, qu'on voit par ailleurs dans la réémergence ou l'émergence d'États autoritaires en Méditerranée, la Turquie, et bien sûr, évidemment, avec Poutine en Russie et la Chine de Xi Jinping. Donc, dans ce sens-là, la situation peut être comparée à celle de la fin du XIXe siècle, dans l'effondrement du système libéral international de la fin du XIXe, qui était structuré autour du libre-échange colonial, bien sûr, mais du libre-échange quand même, du libre-échange forcé colonial. Il y avait un système international libéral sous domination britannico-française qui s'est effrité, puis à la fin s'est effondré du fait de l'émergence justement d'États nationaux autoritaires, l'Allemagne en particulier, États autocratiques, autoritaires. Et vous parleriez de fin de cycle à ce sujet, justement ? Fin de cycle, d'un cycle de mondialisation et d'intégration mondiale qui ne donne pas aux peuples, aux gens dans les différents pays du monde le sentiment de sécurité nécessaire, de protection nécessaire, qui leur permettrait d'accepter les énormes changements, les changements dramatiques de conditions de vie qui sont générés par les changements technologiques, la mondialisation des flux, etc. Voilà, Philippe Golub, donc dans cette même émission, c'était mercredi dernier. Alors il y a pas mal d'éléments qui vont alimenter notre réflexion ce soir. Mais Pierre Grosser, pour commencer, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la victoire de Donald Trump, c'est la manifestation la plus spectaculaire d'un phénomène beaucoup plus large aujourd'hui de renationalisation ? Je crois que c'est toujours difficile de généraliser à partir d'un exemple, même si on peut les multiplier à travers le monde. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis est, je crois, assez spécifique aux États-Unis. Et on oublie que la victoire de Trump, c'est aussi la défaite de Madame Clinton pour des raisons assez nombreuses. Et je pense que la victoire de Madame Clinton aurait aussi inquiété pas mal de monde, et pas seulement les Russes et les Chinois. Je voulais juste faire une petite remarque, c'est que je pense que la situation est pas la même qu'à la fin du 19e ou au début du 20e, où il n'y a pas eu ce qui a été dit, c'est-à-dire une renationalisation et une fin de la première mondialisation. Le tournant, et c'est ce qu'évidemment est la référence
qu'on entend toujours, c'est la fin des années 20, c'est-à-dire le moment où il y avait un internationalisme libéral très fort, qu'on retrouvait dans un pays comme le Japon, qu'on retrouvait en Allemagne, etc. Et où, avec la crise économique notamment, parce qu'il n'y a pas eu que la crise économique, on a eu là vraiment une très 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 forte renationalisation. Alors évidemment, tout de suite, quand on parle des années 30, on voit Hitler et on a beaucoup comparé Trump à Hitler, ce qui je crois est une absurdité. Mais je pense que la comparaison est meilleure avec ce qui s'est passé à la fin des années 20 et au début des années 30. Alors sans d'ailleurs peut-être, même si les comparaisons sont toujours intéressantes, mais revenir sur cette comparaison historique, Béatrice Gibelin, est-ce que en tout cas vous diriez, vous, que comme Pierre Grosser, ce qui s'est passé aux États-Unis là est quelque chose de spécifique, ou bien est-ce que vous voyez quand même cet événement dans quelque chose d'un peu plus large, dans un phénomène un peu plus global de repli identitaire, de montée des nationalismes, de remise en cause du libre-échange? L'un n'empêche pas l'autre. Il peut y avoir tout à fait une spécificité des États-Unis et il peut y avoir aussi des mouvements. Alors moi, je mettrais déjà un peu une différence, c'est-à-dire que il y aurait renationalisation, même si vous citez Erdogan et Poutine, mais que je sache, la Russie n'a jamais été véritablement totalement dénationalisée, totalement ouverte à la mondialisation. La Chine, n'en parlons même pas, et la Turquie est aussi dans une situation assez particulière. En revanche, que dans les pays dits occidentaux, c'est-à-dire ce qui nous concerne, nous, l'Europe, on ait le sentiment qu'il y ait un retour sur la nation, avec en particulier la montée d'extrême droite et qui rejette complètement, enfin fortement l'Europe, ou ce qu'on a vu avec le Brexit, par exemple. Le Brexit, c'est une réaction qui est une réaction nationale, souverainiste. Bon, alors on avait peut-être un peu rapidement mis la nation au rencard en disant oh là là, c'est totalement dépassé. Bon, bah la nation c'est pas dépassé, c'est une valeur forte et qui est presque une valeur refuge dans des moments où les évolutions sont très très rapides, où les bouleversements sont déstabilisants. Seuls peut-être ceux qui sont bien armés intellectuellement arrivent à s'adapter, mais il est bien évident que pour d'autres c'est extrêmement inquiétant. Donc la protection de la nation est presque spontanée. Sans oublier, dernier point, sans oublier, on ne peut pas parler de tout ça sans parler des effets d'une immigration rapide et massive qui évidemment suscite une grande inquiétude. C'est peut-être un effet d'autant plus perceptible, Nicolas Dungan, qu'il se joue dans des pays qui justement avaient été ceux qui jouaient le plus le jeu de la mondialisation. Oui, mais ceux qui jouaient le plus le jeu de la mondialisation étaient aussi ceux qui étaient dans une position forte en tant que nation. Et je pense que ce que l'on voit, c'est que, comme disait Madame, en fait, on n'a pas d'autre position de repli que le système westphalien de 1648. Et je rappellerai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le système de gouvernance mondiale qui a été mis en place était un système d'État-nation. Le début de la dénationalisation, c'était le marché commun devenu l'Union européenne. Le partage de souveraineté vient de là. Parce qu'au FMI ou à la Banque mondiale ou au sein de l'OTAN, ce sont des États souverains qui décident souverainement, et par exemple à l'OTAN par l'unanimité, qu'on appelle le consensus, mais en fait c'est l'unanimité. Donc je pense qu'on est face à 2 ou 3 tendances en même temps. Effectivement, le pendule qui se rebalance vers une sorte de démondialisation, mais ce n'est pas autant une renationalisation, mais une néonationalisation, me semble-t-il, parce que c'est une forme différente. On ne va pas s'échapper de la mondialisation telle qu'elle existe. Cet ordre libéral qui n'est plus colonial doit exister entre les grandes nations et les grandes économies. Mais en tout cas, vous nous dites, les nations n'avaient pas disparu. Ne s'était pas dissoute dans le multilatéralisme. Et surtout pas dans l'esprit américain. Et ça, on l'a bien vu. Et donc, en fait, pour reprendre le point de Pierre Grosser, Trump représente, un phénomène international de populisme, etc., mais aussi un phénomène particulièrement américain.
Et ce nationalisme américain est resté malgré toute la mondialisation, et ce sont des Américains qui découvrent aujourd'hui que la mondialisation n'est pas la plus belle histoire, n'est pas la fin de l'histoire, et ce avec d'autres peuples. Pierre Grosser. Oui, ce qui est étonnant, c'est que l'idée de retour des nations a en fait été développée au début des années 90 comme étant finalement, ou même à la fin des années 80, quand on a découvert pour l'ex-Union soviétique, enfin pour l'Union soviétique à l'époque ou pour la Yougoslavie, qu'il y avait encore un certain nombre, entre guillemets, de ce qu'on appelait des pulsions nationales. On pouvait toujours dire que le nationalisme était en fait le masque de la contestation d'un régime totalitaire, mais il n'empêche que la rhétorique nationaliste s'est énormément développée, qu'on s'en est beaucoup inquiété, notamment dans les Balkans, et c'est pour ça qu'on a essayé, entre guillemets, de les civiliser, c'était vraiment le terme qu'on utilisait, en les européanisant pour entrer dans cette fameuse Europe post-nationale. Le nationalisme et la mondialisation ne sont pas complètement opposés. On dit que la Grande-Bretagne c'est un vote souverain ou de retour à la souveraineté, mais en fait on a plutôt l'impression que dans les années 90 ils ont de nouveau eu des ambitions assez mondiales avec la politique Le Blair, et qu'aujourd'hui ils veulent se débarrasser de l'Europe pour être dans le monde. C'est-à-dire que déjà ils essayent de monopoliser une partie de la finance islamique. Maintenant c'est eux qui essayent avec le renminbi, donc l'internationalisation de la monnaie chinoise, de mettre la main dessus. On les voit partout en Chine. Là, madame, la nouvelle première ministre est allée en Inde. D'ailleurs, elle n'a pas été très très bien reçue, il faut bien dire. Mais voilà, je crois qu'il y a les deux, et la City est pas souverainiste. La City pense qu'elle peut, au contraire qu'elle était corsetée par l'Europe, et que le monde est son horizon. Peut-être que ce qui est nouveau, Béatrice Gibelin, aujourd'hui, c'est que à ces phénomènes de nationalisme qui étaient beaucoup basés peut-être dans les années 90 sur des questions, disons, identitaires, s'est ajoutée la dimension économique et les déçus de la mondialisation économique, et où on a peut-être un phénomène qui est encore plus profond aujourd'hui, non ? Moi, je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec Pierre Grosser, parce que oui, vous avez raison sur l'ouverture économique et financière de Londres, de la City, assurément. Mais dans le vote non au Brexit, c'est pas ceux qui font cette politique financière. C'est l'Angleterre du Nord, c'est des petites villes en cours de désindustrialisation. Ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Hein. Et donc, et quand vous dites dans les années 80, 90, c'était d'abord au fond une question identitaire et puis elle est économique. Moi, je dirais quand même que, par exemple, si je prends l'exemple du nord de la France, c'est d'abord une inquiétude économique et d'un chômage très élevé, avant d'être quelque chose qui est le rejet d'une immigration étrangère. Mais ça, c'est aujourd'hui, justement. Oui, ah bon, mais parce que vous disiez que l'économie avait encore. Ce que je veux dire, c'est que peut-être le changement par rapport aux années 90, justement, où on n'était pas tout à fait dans la même configuration. Sans doute que là, on est dans une configuration où l'inquiétude, l'idée d'une sorte de menace, et on parle de thème d'invasion, etc., si on parle de l'immigration, et les gens disent même pas réfugiés, ils disent migrants. Moi, j'ai été pas mal à Calais. C'est même si les gens ne sont pas du tout non accueillants, mais ils n'en pouvaient plus, eux-mêmes étant dans des situations extrêmement difficiles. Donc oui, moi, je pense qu'il y a effectivement un besoin qui s'exprime dans des classes, on va dire populaires ou moins armées, pour se protéger. Ce qui sera de mon point de vue, une forme d'illusion, bien sûr, et de grande déception, ce qui peut avoir des conséquences extrêmement sévères. Nicolas Zöttgen. Je pense qu'il y a un phénomène qu'on n'a pas vu avant, qui n'est pas seulement les élites contre le petit peuple, c'est que il y a d'énormes pans des populations dans les pays industrialisés et dans les pays qui étaient des pays émergents, y compris l'Inde, la Chine, etc., qui sont des gens parfaitement globalisés et prêts à jouer le jeu. Si vous regardez, par exemple, la carte, Madame Gibelin parlait du Brexit. Si vous regardez la carte de ceux qui ont voté pour et contre le Brexit, c'est bien évidemment le Grand Londres qui a voté, qui n'a pas favorisé le Brexit. Si vous regardez, par exemple, même dans l'Ohio, la carte de qui a voté pour Trump et qui ne l'a pas fait, dans les 4 ou 5 villes
principales de l'Ohio, du centre des États-Unis, où on se croit au Middle West, etc. Mais ce sont les villes qui ont voté pour Hillary Clinton, et c'est la campagne ou des endroits moins habités qui ont voté pour Trump. Même chose, c'est du Maine à Washington D.C. et toute la côte ouest des États-Unis ont voté démocrate. Ce sont des gens, des endroits parfaitement mondialisés. Donc on voit la même division, par exemple, en France, où je pense que la plupart des électeurs du Front National sont des gens qui se sentent moins internationalisés que ceux des villes, ceux qui ont fait des universités à l'étranger, etc. On applique à juste titre, d'ailleurs, sans doute une grille économique et sociale sur ces différents phénomènes, mais est-ce qu'on n'oublie pas aussi d'avoir une grille de lecture un petit peu plus politique? Est-ce qu'on peut pas y voir aussi, Pierre Grosser, la manifestation d'une demande de retour d'une forme de souveraineté politique, c'est-à-dire parce que on aurait peut-être délégué trop de pouvoir, soit à des instances internationales, soit à un marché qui était censé organiser la régulation en dehors des États, et qu'aujourd'hui, ce qui s'exprime aussi, c'est une demande de retour de la force et de la puissance politique. Oui, bien sûr, c'est politique. Moi, je pense que vous parlez de demande, mais il y a aussi l'offre. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre d'entrepreneurs nationalistes, pour parler, excusez-moi, avec un vocabulaire un tout petit peu provocateur peut-être, mais qui finalement expliquent, disons, compensent le fait qu'ils sont souvent d'ailleurs plutôt des libéraux, c'est-à-dire qu'ils veulent que la mondialisation fonctionne, gagner de l'argent, etc., et qui finalement se replient sur la dernière chose qui existe pour les individus, c'est-à-dire la souveraineté de l'État, les questions de sécurité et bien entendu la rhétorique nationaliste. D'accord ? Et donc finalement, il y a un certain nombre d'hommes politiques qui ont joué sur les deux, c'est-à-dire on libéralise et en même temps on a un discours sécuritaire et nationaliste. Alors à côté de ça, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est quand même ce qui s'est passé à la fin des années 1990, c'est-à-dire qu'on avait une contestation de la mondialisation libérale qui était plutôt, disons, de gauche, en disant, voilà, nous on n'est pas contre la mondialisation puisque la circulation des hommes c'est bien, mais voilà, il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin. Tout ça, on a raillé ces gens-là, on les a ensuite, en utilisant le 11 septembre, on les a même de temps en temps poursuivis, et donc cette alternative de gauche, ou en tout cas cette demande de réforme de gauche, eh bien, elle est tombée, mais on a eu derrière, aux surprises, aux joies, on a eu au contraire cette contestation de droite, nationaliste, de repli sur soi-même, etc. Ça, c'est quand même très problématique. La deuxième chose, c'est qu'il y a même tout un discours de l'expertise et de la gouvernance technocratique. Par exemple, les banques centrales indépendantes, pas seulement la BCE en Europe, mais partout, on a multiplié les banques centrales indépendantes. Les questions financières étaient régulées faites par le FMI, et donc les gens ont l'impression d'être dépossédés. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ce qu'on connaît aujourd'hui en Europe, c'est ce qu'on a connu dans les années 1990 en Amérique latine. C'est-à-dire après la crise de la dette, on a eu une gouvernance technocratique imposée par les institutions financières internationales et on a eu derrière une vague de ce qu'on a appelé tout de suite le populisme. Et ben nous, on a eu à peu près la même chose depuis 2008, c'est-à-dire endettement, gouvernance technocratique, populisme. Il y a une contestation de cette gouvernance technocratique, mais qui semble aujourd'hui s'illustrer dans le choix de leaders forts, voire autoritaires. Béatrice Gibelin, comment est-ce qu'on explique que les choix se portent sur de telles personnalités politiques ? Le besoin d'ordre et d'être assuré. Si Erdogan... vous pensez à lui, je suppose. Par exemple, oui, voilà. Exemple. Bon. On lui consacrait une émission la semaine dernière, bien, justement. Bon, là, on est. Il s'est appuyé sur un patronat anatolien, libéral, conservateur, musulman, et qui était. Il y a toujours eu une hostilité à la laïcité prônée par Atatürk. C'est quelque chose qui est très profond. Donc, il s'est complètement appuyé là-dessus. Il a eu une croissance économique formidable qui fait que toute la Turquie l'a suivi. En plus, vis-à-vis des démocrates, il mettait l'armée de côté, donc c'était bien. Il voulait relancer l'intégration à l'Europe, donc il avait tout bon, si vous voulez, d'une certaine façon. Et puis, il y a eu aussi sa personnalité. C'est quelqu'un qui veut un régime présidentiel, c'est quelqu'un qui veut tous les pouvoirs et qui est prêt à passer sur
toute image de démocrate. Et il est encore suivi le coup d'État qui a quand même fait un certain nombre de morts. Ça s'est quand même joué difficilement. Mais il y a aussi aujourd'hui une très forte opposition en Turquie. Tous les Turcs ne suivent pas Erdogan. Et s'il y avait un retournement économique... Très forte opposition, il a quand même une légitimité qui est importante. Oui. Il a été élu au premier tour à la présidentielle en 2014. Mais parce qu'on était encore sur la lancée d'une économie qui était en forte croissance. Si on a un vrai retour économique difficile en Turquie, je ne suis pas certaine qu'il gardera ce même enthousiasme de la population. J'en doute quelque peu même. Je pense qu'on peut résumer la conversation jusqu'ici en constatant que on est à la croisée des chemins de plusieurs phénomènes qui sont à la fois économiques, politiques, nationalistes, souverainistes peut-être. Il est clair que la crise financière de 2008 fait encore sentir ses effets. Et d'ailleurs, il y a des populations qui semblent, dont la population américaine d'ailleurs, mais britannique aussi, qui semblent s'être réveillées seulement cette année concernant les effets à long terme du sous-emploi, de la productivité amoindrie, etc. Donc, et cela, bien sûr, décrédibilise la mondialisation telle qu'on l'avait conçue comme du progrès. Donc, je pense que le problème, si vous voulez, c'est que on veut revenir en arrière, et c'est là où la renationalisation est peut-être le bon terme, et pas la néo-nationalisation telle que je l'ai employée. On veut revenir en arrière à quelque chose qui est plus familier, qui est plus sécurisant, qui est plus nationaliste, mais c'est aussi où on reconnaît ses voisins, etc. Alors que, comme je disais tout à l'heure, il y a toute une population mondiale qui est plutôt internationale et qui est totalement à l'aise dans une situation que d'autres trouvent moins sécurisante. France Culture, du grain à moudre. Hervé Gardette. Y a-t-il une renationalisation du monde? C'est la discussion que nous avons ce soir avec Béatrice Gibelin, Nicolas Dungan et Pierre Grosser. Pierre Grosser, dans un petit fascicule, alors qu'on ne trouve pas dans le commerce, mais qui est publié par l'Institut d'Hydro, qui avait été publié au printemps 2015. On peut télécharger. Qu'on peut télécharger facilement et qui s'intitulait L'avenir de la diplomatie. Vous parliez d'une diplomatie en mutation, disant notamment ceci, cette diplomatie est en grande partie une diplomatie des intérêts par opposition à une diplomatie de la coopération. Est-ce que ça n'est pas ça peut-être finalement le phénomène majeur du moment et qui est illustré par les différents scrutins à travers le monde, c'est-à-dire qu'on est vraiment aujourd'hui dans une diplomatie des intérêts et que toutes les instances de coopération internationale aujourd'hui sont un petit peu vidées de leur sens? Alors, effectivement, ce qui change depuis un certain nombre d'années, enfin même on pour aller vite, 3-4 ans, et la plupart des ministres des Affaires étrangères français, et notamment Monsieur Fabius l'avait mentionné à plusieurs reprises. Alors on peut appeler ça regéopolitisation du monde, retour à une diplomatie d'intérêt, on appelle ça comme on veut, mais on a l'impression qu'effectivement les cénacles disons d'amis, que ça soit l'OTAN, le G7, etc., ne sont plus ceux qui œuvrent pour l'ensemble de la communauté, et qu'on a des vrais conflits d'intérêts avec la Russie, conflits d'intérêts avec la Chine. La Chine et la Russie ne passent leur temps à parler d'intérêts, et c'est là d'ailleurs où la question de Trump est une vraie question, c'est-à-dire est-ce que sa politique défend ou non les intérêts nationaux américains. On peut tout à fait considérer que les intérêts nationaux américains, c'est un certain repli, c'est d'être moins, par exemple, de faire aussi, ce qu'il va sans doute pas faire, mais des économies en termes de dépenses militaires, parce que depuis maintenant 10-15 ans, c'est complètement délirant les dépenses militaires, et l'endettement américain est absolument monstrueux. Bon, alors s'il coupe les impôts et qu'il augmente les dépenses militaires, ça risque d'être difficile, parce qu'il n'a pas, comme Reagan avait dans les années 80, l'épargne japonaise. Mais la grande question, c'est est-ce que les Américains vont pas défendre d'abord
leurs intérêts, et ça nous fait quand même un peu peur. Quand ça, on entend America First, c'est exactement ce que ça veut dire, ce slogan. Mais je veux dire, c'est des angoisses qu'on a à chaque fois, fin des années 70, fin des années 80, fin des années 90, à chaque fois, les Américains disent on va défendre nos propres intérêts et peut-être faire un peu moins attention aux intérêts des autres, d'accord? C'est un peu la panique généralisée. Et en même temps, on leur a suffisamment reproché de s'occuper un peu trop, peut-être parfois des affaires du monde, avec les néoconservateurs sous George W. Bush, où ils voulaient démocratiser le Moyen-Orient. Peut-être que c'était un intérêt pour le monde extérieur un peu trop... Oui, mais ils avaient la prétention d'amener les biens publics mondiaux, la sécurité, le libre-échange pour tout le monde, la démocratie d'une façon généralisée. Et c'est en partie aussi une réaction par rapport aux néoconservateurs. Je rappelle que les néoconservateurs ont quand même rallié, enfin pour beaucoup, ont rallié Mme Clinton. Nicolas Dungan et ensuite Béatrice Gibelin. Je pense qu'il est clair qu'on va avoir avec Trump une politique étrangère nouvelle pour la plupart du monde, mais qui sera effectivement America First. Donc, pour le monde extérieur aux États-Unis, cette politique étrangère n'aura pas de cohérence. Et pour Trump, elle aura une cohérence parfaite. Parce que ce sera la défense des intérêts des États-Unis par rapport aux autres, à chaque fois, de la façon dont il voit les choses sur chaque cas. Et par conséquent, que ce soit avec Poutine, que ce soit avec les pays baltiques, que ce soit avec la Chine ou autre chose, il agira dans ce qu'il considère comme étant les intérêts des États-Unis dans ce cas particulier. Il agira comme font les Russes et comme font les Chinois, finalement. Exactement. Alors c'est la politique étrangère dite réaliste. Néanmoins, cela voudrait dire aussi que on ne pourra plus compter, surtout l'Europe ne peut plus compter sur les États-Unis pour défendre les valeurs que l'Europe considère comme étant les valeurs occidentales, les valeurs de l'Occident depuis l'âge des Lumières. Et l'Europe devra s'organiser, et assez rapidement. Et quand je dis ça, malheureusement, la Grande-Bretagne s'est écartée de toute crédibilité internationale sur des grandes initiatives tant qu'elle est préoccupée par cette question du Brexit, qui, à mon avis, n'aura jamais lieu, mais en fait nous occupera pendant 3, 4, 5 ans avant qu'on le sache. Donc il incombe d'ailleurs à la France et à l'Allemagne de refonder une politique européenne, pas seulement une politique de l'Union européenne. Quand les Américains pensent à l'Europe, ils pensent à l'OTAN. D'abord, nos alliés européens. Et il faudra que, avec la Grande-Bretagne sur des questions de défense, et avec l'Allemagne surtout sur toutes les autres questions, que l'Europe commence à ériger 1, 2, 3 grandes politiques mondiales, y compris sur l'Asie, y compris sur des parties du monde où l'Europe n'a pas encore agi, parce que, de toute manière, on ne pourra plus compter sur les États-Unis pour un leadership occidental bénévole et charitable. Ils agiront dans leurs propres intérêts pendant les 4 ans à venir. Dans cette ère du chacun pour soi qui semble, si ce n'est s'ouvrir, Béatrice Gibelin, en tout cas se renforcer avec la nouvelle politique étrangère de Donald Trump, qu'on attend toujours, hein, bien sûr, déjà il faut qu'il soit investi, évidemment, puis qu'on le voit un petit peu à l'œuvre, mais en tout cas, est-ce que l'Union européenne peut porter... Là, on est dans la contradiction avec ce que vous disiez. Si on va vers une renationalisation avec les gens qui demandent moins d'Europe, si on leur donne comme réponse plus d'Europe, plus d'intégration dans une défense et autres, ils vont avoir du mal à nous suivre. Je veux dire, on prend quand même un risque. Je ne dis pas que ce soit pas une bonne idée. Je dis simplement que les peuples en ce moment, ou une partie des peuples, ne sont pas vraiment prêts à jouer. Moi, j'ai toujours pensé que la construction européenne ne pouvait avancer que quand les Européens étaient conscients d'une menace. Tant qu'il n'y a pas de menace, tant que tout va bien, que la guerre n'est pas proche, on peut faire les malins. Voilà. Et puis se dire qu'on n'en a pas besoin, puis qu'au fond mettre autant d'argent que ça à l'armée, c'est pas bien. Et je sais que c'est un discours qu'on entend. Donc pour revenir, oui, les Américains vont jouer leur intérêt, mais ils ont en face d'eux un certain nombre de partenaires. On va prendre la Chine. Ils vont jouer au mieux avec la Chine. Mais si par exemple ils se retirent vraiment de tout ce qui est l'Asie du Sud-Est, c'est laisser la porte ouverte à la Chine à dominer très très largement tout cet espace-là, ce qu'elle
n'a qu'une envie de faire, puisque la mer de Chine descend très 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 loin au sud. Donc ça m'étonnerait beaucoup que les États-Unis, qui se voient quand même comme la grande puissance, et il y a une grande fierté à être la grande puissance, et qu'elle abandonne systématiquement toutes ses bases. Il y a quand même des accords qui sont passés, je pense au Japon par exemple, ou à d'autres pays de l'Asie du Sud, pour lesquels il n'est pas question de replier les Gaules comme ça. Donc, et puis, dernier point encore, vous savez, les institutions, c'est quand même des grosses machines. Hein, et l'OTAN, c'est aussi une grosse machine. Et bien, on sort pas et on ne liquide pas des grosses institutions aussi facilement que ça. Elles ont des forces d'inertie qui peuvent passer 4 ans d'un mandat d'un président de la République des États-Unis. Je voudrais simplement reprendre cette idée de l'Europe devant les menaces de Béatrice Gibelin. Il y a 2 façons qu'a l'Europe de confronter des menaces. Soit les reconnaître et les gérer, soit de rester dans le déni. Pierre Grosser, je m'attendais à une intervention un tout petit peu plus longue, mais vous avez fait court, c'est bien Nicolas Zengan. Je vote un peu pour le déni. Non, mais c'est très difficile. Enfin, ce que vous avez expliqué, c'est que maintenant, effectivement, la réelle politique de puissance que la France défend depuis quelques années, pour le bien ou pour le mal, ça laisse l'appréciation des auditeurs. C'est pas partagé par les Autrichiens, c'est pas partagé par un certain nombre de pays scandinaves ou autres. Et c'est pas sûr que d'ailleurs ça soit la vocation de l'Europe, et on peut imaginer aussi une Europe en partie repliée qui s'en sort tout à fait. Moi, ce que je voulais dire, c'était par exemple par rapport à l'Asie, bien entendu, on va pas plier les Gaules complètement, mais on peut renégocier un certain nombre de choses. Les questions quand même qui vont se poser, c'est le nucléaire japonais et le nucléaire sud-coréen. En Corée du Sud, là, il y a maintenant une majorité de gens qui préfèrent ça, le nucléaire. Et vous avez quand même dans les think tanks qui ont plus ou moins soufflé à l'oreille de Trump cette forme d'isolationnisme, c'est quand même de renégocier toutes ces alliances et de dire que voilà, ce sont des pays riches et qui peuvent très bien se débrouiller entre eux. La seule question évidemment, c'est que évidemment un nucléaire japonais pourrait inquiéter les Chinois, mais il n'y a pas de raison non plus que ce ne soit pas des choses qui puissent se négocier à terme. Les Américains resteront en Asie parce qu'ils peuvent pas partir d'Asie, mais ils auront sans doute une autre configuration dans cette région qui pour eux de toute façon économiquement essentielle. Et c'est là où il y a quand même une absurdité dans cette démondialisation ou autre chose. Je veux dire, Walmart privé des produits chinois, je vois pas comment les consommateurs américains vont manger. Et c'est quand même ça tout le problème de cette mondialisation, c'est qu'effectivement les salaires n'ont pas augmenté, mais ce qui a baissé, c'est le coût d'un certain nombre de produits grâce aux Chinois. Donc, je sais pas comment les Américains vont sortir de cette équation. Alors, on va beaucoup parler au mois de janvier prochain de l'entrée en fonction du nouveau président américain Donald Trump. Il y en aura une autre qui sera a priori importante, c'est celle du nouveau secrétaire général de l'ONU. Oui, on en parle beaucoup moins, mais Antonio Guterres qui a été acclamé pour succéder à Ban Ki-moon et qui va donc prendre la relève à la tête des Nations Unies. Dans quel état, en fait, il va retrouver cette instance qui est l'instance par excellence, a priori, Béatrice Gibelin, du multilatéralisme? Est-ce que c'est une instance qui est totalement affaiblie, qui ne sert plus à grand-chose, ou bien est-ce que c'est au contraire une organisation qui peut retrouver un peu de vigueur parce que on aura justement un paysage qui sera peut-être clarifié avec non plus quelques super puissance, mais davantage, on va dire, d'équilibre entre quelques grandes puissances? Non, moi je ne pense pas. On est à un conseil de sécurité permanent avec droit de veto et ça n'a jamais été vraiment une situation dans le multilatéralisme. Mais on a toujours eu des grandes puissances, la Russie, la Chine, les États-Unis, mais un peu en niveau en dessous la France et la Grande-Bretagne, qui ont joué des alliances parfois avec les États-Unis. On se paye de mots quand on parle de multilatéralisme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a jamais véritablement existé? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Il est arrivé très très rarement qu'on n'ait pas eu de droit de veto. Il y a eu la fenêtre de tir au moment, effectivement, de la guerre du Golfe.
au moment de l'invasion du Koweït, parce que là, la Russie n'était plus en état de dire non, mais dès les Balkans, avec la situation de la Serbie, aussitôt les Russes ont dit non. On avait repris un peu de force et on dit non. Donc moi, je ne vois pas comment l'ONU pourrait redevenir, si tant est qu'elle n'ait jamais vraiment été, un organisme où ce soit vraiment là que les choses puissent se décider dans une coopération et dans un multilatéralisme bien équilibré, bien pensé. Je vois pas. Chacun regardera ses clients. C'est peut-être un organisme qui permet, à travers ces réunions régulières, de faire se rencontrer des dirigeants de manière bilatérale. Finalement, c'est à ça aussi que servent les instances internationales aujourd'hui, Pierre Grosser. Il y a beaucoup de rencontres bilatérales, il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de coups de téléphone. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'ONU. Ça permet de voir un certain nombre de gens qui, normalement, sont pas très souvent à l'ONU, genre les Coréens du Nord ou autres. Mais ce qui est intéressant quand on parle effectivement d'une géopolitisation du monde ou d'une diplomatie maintenant des intérêts, c'est qu'il y a un endroit où finalement ça ne s'est jamais arrêté, c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que même quand il n'y a pas de veto, il y a des deals. Il y a des deals, c'est-à-dire qu'on laisse la France en Afrique en échange d'autres choses. Enfin voilà, il y a tout un tas de deals qui sont passés. Ce sont des négociations qui sont très dures avec des échanges. Évidemment, sur la question des nominations, ce sont aussi des deals. Monsieur Guterres, c'est ça. Et d'ailleurs, une des inquiétudes qu'on peut avoir, c'est que les Chinois prennent la place de la France, puisque ça a toujours été un Français qui s'occupait du département de peacekeeping des Nations Unies. Et il semble qu'on aille vers une direction chinoise, ce qui va quand même changer très largement les opérations de maintien de la paix. Ça, c'est peut-être ce qui est rassurant, justement, avec Trump, qui est présenté comme un homme de deal. C'est-à-dire, c'est pas forcément un idéologue, mais quelqu'un avec qui on peut négocier. S'il a Bolton au secrétariat d'État, ça va être difficile d'aller à l'ONU. J'essaie de trouver quelques éléments positifs. Si Bolton est secrétaire d'État, il faut rappeler qui est Bolton. Non, mais il manquera quelques étages, parce que c'est lui qui a dit qu'il fallait éliminer les étages supérieurs de l'immeuble de l'ONU à New York. Donc l'ONU n'est pas forcément l'instance qui vous paraît en tout cas la plus appropriée pour... L'ONU n'est pas que le Conseil de sécurité. L'ONU, c'est comme disait Pierre Grosser, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Il y a beaucoup de thèmes qui se traitent à l'ONU et c'est bon ainsi. Il n'est pas toujours clair ce qui se traite entre l'ONU, la Banque mondiale, le FMI, Davos, etc. Mais il est bon que ces échanges foisonnent, qu'il y ait cette espèce de... Mais ça perdurera. Comment ? Ça va perdurer. Absolument. On se demandait si l'ONU allait reprendre un rôle un peu plus important. Moi, je pense qu'elle va continuer comme elle fonctionnait. De toute façon, la gouvernance du monde dépend des nations-États, c'est clair. Donc, tout ce qui est les acteurs non étatiques, les grandes entreprises, les médias, etc., ont leur influence. Et leur influence n'est pas nécessairement une influence étatique. Prenez l'exemple de Rupert Murdoch et le Brexit, par exemple. Néanmoins, cette position de repli, comme disait Béatrice Gibelin, c'est toujours la nation-État. Et par conséquent, qu'on soit en face d'une néo-nationalisation ou d'une renationalisation, c'est encore une fois le pendule qui, comme vous dites, n'éliminera pas tout le reste, mais c'est la position de repli et c'est la seule que l'on ait. Vous parlez de pendule, est-ce qu'on pourrait parler de fin de cycle, Pierre Grosser, ou de nouveaux cycles qui s'ouvrent aujourd'hui au niveau des relations internationales ? Oui, il y a un cycle qui a commencé un peu, à mon avis, un petit peu en 2003 avec la guerre en Irak, pas mal en 2008 avec à la fois la crise économique, la guerre en Géorgie, etc., et qui s'est accéléré à partir de 2012-2013. Et évidemment, l'élection de Trump va dans ce sillage-là. Mais si on parle de cycle, c'est qu'il y a une fin de cycle. Donc, on peut imaginer aussi que dans les relations entre les États, on trouve un certain nombre de modus vivendi. La grande question, c'est est-ce que, par exemple, on va retourner aux sphères d'influence qui, évidemment, paraît 19e, début 20e, etc., etc. Mais pour le moment, le discours, il faut écouter Monsieur Trump, etc., c'est qu'en gros, la Syrie, c'est quand même très largement l'affaire des Russes.
Donc Voilà. une forme de nouveau partage du monde, même si c'est toujours un peu compliqué d'employer ce genre d'expression. Il faut les sphères d'influence. Il faut les sphères d'influence parce qu'autrement c'est trop illogique. Et de toute façon, puisque ce sont les nations-États qui prendront ces décisions, elles pourront le faire par-dessus la mondialisation. Mais il y a quelque chose qui est important, c'est-à-dire que, ok, on a besoin des zones d'influence, mais ça veut dire que si une majorité des Ukrainiens voudraient sortir de la zone d'influence de la Russie, on leur dira non, puisque vous êtes nécessairement dans la zone d'influence de la Russie. Le concert des États, c'est toujours le drame des petites puissances. Exactement. Mais c'est pas si petit que ça, l'Ukraine, quand même. C'est une petite puissance, mais ça fait du monde. Certes. Merci beaucoup. Avec le micro, voilà, c'est mieux. Merci beaucoup à tous les trois. Béatrice Gibelin, Nicolas Zungan et Pierre Grosser d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez réécouter comme chaque jour sur franceculture.fr à la page du Grain à moudre. Vous pouvez également commenter ou faire part de vos remarques sur notre fil Twitter. Voilà, je cherchais de vos compléments. Merci Nicolas Zungan. Un grand merci à l'équipe du Grain, Fanny Richet, Céline Leclerc, Cyril Baer, Sarah Naquet, Isolde Sicard.